devrait être ici dans, disons, une demi-heure. Qui? J'aimerais savoir qui. Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Ceux qui arrivent et qui sont nouveaux et qui découvrent cette chaîne, eh bien, bienvenue sur Super Keto, la chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui, on va parler de comment on mesure ces cétones et comment on ne les mesure pas. Parce que je pensais en avoir déjà parlé et que c'était clair, mais en fait je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui... En tout cas, je vois des gens en coaching qui font pas mal d'erreurs et du coup voilà, j'avais envie de vous expliquer moi quelle était ma vision des choses là-dessus, comment on procède, comment on interprète ces résultats. C'est donc le moment officiel de liker cette vidéo, de s'abonner à ma chaîne et on passe à la suite. Donc, première chose à savoir, il n'y a pas un type de cétone, il y en a 3, et les 3 ne sont pas intéressants au même degré. Vous avez l'acétoacétate, qui se retrouve majoritairement dans l'urine, l'acétone, majoritairement dans la laine, et le bêta-hydroxybutyrate qu'on retrouve majoritairement dans le sang. Celui qui nous intéresse au premier chef, c'est le bêta-hydroxybutyrate. C'est grâce à lui qu'on mesure l'adaptation. L'acétoacétate et l'acétone, ce sont des cétones qui n'ont pas un grand intérêt d'un point de vue métabolique. Ils servent pas à grand chose dans le corps. Alors, je fais une petite exception pour les usages thérapeutiques, style Parkinson, Alzheimer, certains cancers, etc., ou même l'épilepsie. Il peut y avoir un intérêt à produire pas mal d'acétoacétate, d'acétone, mais bon, en règle générale, si vous faites le régime cétogène soit pour perdre du poids, soit pour améliorer votre santé, votre niveau d'énergie, etc., on veut surtout mesurer le bêta-hydroxybutyrate. Or, lorsque vous utilisez des bandelettes acétone, eh bien, vous ne mesurez que l'acétoacétate. Et ça ne vous donne aucune information sur votre adaptation réelle. Quand vous utilisez une bandelette, en fait, vous mesurez l'acétoacétate qui est perdu dans l'urine et qui ne sert à rien. Donc, vous n'avez aucune idée de ce que vous produisez réellement comme bêta-hydroxybutyrate. Et vous avez une idée approximative que vous avez produit de l'acétoacétate, mais ça ne donne pas d'informations sur l'adaptation. Et encore une fois, ce sont des cétones qui sont perdus dans l'urine et pas utilisés par l'organisme. Donc, jetez ces choses à la poubelle, économisez votre argent, s'il vous plaît, vous en aurez besoin pour le reste. Et n'utilisez pas ça. Deuxième chose à ne pas utiliser, c'est les analyseurs d'haleine. Les analyseurs d'haleine sont très peu précis. Même si vous en achetez un très cher, en fait, c'est très peu précis quand même. Et pareil, ça ne vous donne pas une idée du bêta-hydroxybutyrate et c'est ça qui nous intéresse. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir par ces accessoires complètement... Enfin, c'est du business qui va avec le keto, mais économisez votre argent. Pour, à la place, acheter un lecteur de cétonémie qui, là, vous donnera une idée parce que ça mesure le bêta-hydroxybutyrate. Donc, c'est comme un lecteur de glycémie. En fait, celui-ci, le Keto Mojo, est dual. Il mesure la glycémie et la cétonémie. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo pour vous expliquer comment il marchait, etc., comment on se le procurait. Donc, globalement, celui-ci, c'est celui que je recommande le plus parce que c'est le plus précis sur le marché pour les cétones. Pour les cétones 100 ans, c'est le plus précis. Pas pour la glycémie. Mais pour les cétones, il est quasiment imbattable. Il est imbattable aussi sur le prix des bandelettes acétone, puisque en achetant sur leur site, ça revient à moins d'un dollar la bandelette. Donc c'est complètement imbattable. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer le Keto Mojo, vous ne devez pas aller sur le site de Keto Mojo parce qu'il ne livre pas en France. Il faut que vous alliez sur le site du revendeur. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et là, vous pourrez vous faire livrer votre lecteur. En plus, ils font des packs avec des promotions, des choses comme ça. Donc voilà, s'il y a un truc à acheter, c'est bien ça. Certes, c'est un investissement à la base, mais ça sert. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait pour comprendre sa cétonémie et comment la prendre. Alors, la cétonémie, ça se prend le matin à jeun, de manière préférentielle. Parce qu'en fait, le matin à jeun, ça vous donne une idée de ce que votre corps a été capable de produire comme cétone lorsque vous ne mangiez pas pendant la nuit. Parce que si vous prenez votre cétonémie après un repas, dans la lecture des cétones, il y aura mélangé les cétones que vous produisez et les cétones que vous avez dégradées à partir des acides gras alimentaires. Et ça fausse la donne. Parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vous êtes capable de produire
à blanc, vous voyez ce que je veux dire, à sec quoi, quand vous avez rien mangé. Ce que je veux dire, le fait de dégrader des acides gras, on en est tous capables, vous voyez, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous êtes vraiment capable de faire quand vous n'avez pas mangé. C'est-à-dire que, globalement, si vous mangez une tranche de melon et que vous rajoutez par-dessus de l'huile TMC, vous allez produire des cétones. Est-ce que vous serez en cétose? Non, je crois pas, parce que vous aurez mangé du sucre. Donc, faites bien attention à ça. Et à part si vous roulez sur l'or et que ça vous amuse de dépenser des bandelettes toute la journée pour mesurer votre cétonémie, franchement, économisez vos sous, parce que ça vous donne pas une bonne idée de votre adaptation de prendre votre cétonémie après les repas. Prenez-la le matin, à jeun, et ça suffit largement. Et ça coûte déjà assez cher comme ça. Donc après, comment on interprète sa cétonémie? Les notions que je vais vous donner ne sont pas forcément mainstream, c'est-à-dire que vous allez trouver ailleurs des gens qui vous diront différemment. Moi, je vous donne mon avis sur la question et mon expérience aussi sur la question après 3 ans de pratique. Donc, en gros, vous avez une fourchette idéale qui se situe entre 1,7 et 3, 3,2. Disons entre 1,5, 1,7 et 3, 3,2. Donc au-dessus d'1,7 et en dessous de 3,2, on est dans ce qu'on appelle le sweet spot. Donc la fourchette idéale qui mesure une adaptation idéale. En deçà et au-delà, c'est un peu moins bien. Si vous êtes en dessous, ça veut dire que vous ne produisez pas encore assez de cétones pour donner assez d'énergie à votre organisme. Ça arrive dans des situations où la glycémie est un peu trop élevée et du coup le taux de cétone est un petit peu plus bas. Et donc là on a un petit problème énergétique parce que du coup on est un peu entre deux eaux. Donc si vous êtes par exemple entre 0,9 et 1,5, c'est pas mal déjà. Mais c'est pas assez pour que vous soyez pleinement full d'énergie et en adaptation idéale. Au-delà de 3,2, c'est globalement, vous en produisez trop, c'est pas que vous en produisez plus que n'importe qui, c'est qu'en fait les cétones s'accumulent dans le sang parce que vous ne les utilisez pas. Donc globalement ça veut dire que vos cétones ne sont pas bien rentrées dans le cycle de Krebs, que en fait vous le produisez comme carburant mais votre corps ne sait pas encore l'utiliser. Globalement il faut avoir un peu de patience, ça va arriver si vous êtes persévérant. Mais voilà, ça veut dire que votre adaptation elle est en cours mais qu'elle n'est pas encore optimale. Ça peut vouloir dire aussi, pour des taux élevés, genre 4,5, 5, 6, que vous ne mangez pas assez. Ça arrive, voilà, quand on va avoir des gens qui jeûnent longtemps, qui font du 1 meal a day, des choses comme ça, on peut avoir des mesures un peu élevées. Sachez en tout cas que ça n'est pas dangereux. Avoir une cétonémie à 6, 7, même 8, ça n'est pas dangereux et ça n'est pas de la cétoacidose. La cétoacidose, c'est quand on a une glycémie élevée autour de 10, 12, et qu'on a aussi une glycémie élevée. Donc globalement, ça n'arrive que chez les diabétiques de type 1. Pour tous les autres, c'est pas ça. La cétoacidose, c'est vraiment autour de 10-12 avec une glycémie élevée. Mais je veux dire, une glycémie à 6-8, c'est pas un signe de très bonne adaptation, mais ça n'est pas dangereux. Jamais. Ok. Donc on se détend avec ça. Voilà. Donc vous trouverez dans certaines sources, mais qui commencent à dater quand même, écrit que voilà, des fois, quand on est adapté depuis longtemps, on peut avoir une cétonémie plus basse, autour de 0,5, 0,6, c'est parce que le corps est habitué, blablabla. Personnellement, je suis pas du tout d'accord avec ça. En général, les personnes qui ont une cétonémie basse comme ça ont aussi une glycémie qui est trop élevée. C'est pour ça qu'en fait la cétonémie est basse, mais comme ils ne mesurent pas leur glycémie, mais en fait ils en ont aucune idée. Moi, d'un point de vue très empirique, quand j'ai une cétonémie basse, il me manque de l'énergie. Je le sens, je sens que mon adaptation est moins bonne et globalement, j'essaye toujours de faire une corrélation entre ma cétonémie du jour et mon énergie. Et quand je me sens au mieux de ma forme, en fait, quand ça va bien, j'ai toujours la cétonémie dans la bonne range. Et c'est ce que je vise en coaching pour mes clients pour mesurer leur évolution et leur adaptation. Donc si je résume, vous devez mesurer le bêta-hydroxybutyrate, donc vous n'avez pas besoin de mesurer l'acétoacétate et l'acétone, vous n'avez pas besoin de Ketostix, vous n'avez pas besoin de Ketonix, de mesureur d'haleine, jetez tout ça à la poubelle. Il vous faut un lecteur de glycémie, des bandelettes qui vont avec pour mesurer la cétonémie. Prenez-la préférentiellement le matin à jeun parce que c'est ça qui est le plus parlant et visez cette fameuse fourchette entre 1,7 et 3,2 millimolars par litre pour une adaptation optimale. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que moi ça m'aide. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.